Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver avec mes invités à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Le 29 octobre 1981 disparaît celui que l'on a considéré comme le plus grand poète ou le plus grand poète populaire du XXe siècle, Georges Brassens. Nous allons évoquer sa personnalité et son œuvre dans un instant. Eh bien, pour parler de Georges Brassens, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Brakops. Vous êtes professeure de français à l'Institut supérieur des traducteurs-interprètes à Bruxelles et vous avez publié dans la revue Équivalence en 92-93, Équivalence qui est la revue de l'Institut supérieur des traducteurs-interprètes, un volume sur traduire et interpréter Georges Brassens. J'ai aussi le plaisir d'inviter le professeur Marc Wilmet, grammairien, prix Franqui, membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, qui a publié un ouvrage intitulé Brassens libertaire. C'est un ouvrage qui est paru dans sa deuxième version en 2010. Et puis, Marc Wilmet, je pense que vous avez eu des émules, puisque vient de paraître un ouvrage dans une collection française, une collection découverte Gallimard, un ouvrage intitulé Brassens, le libertaire de la chanson. Donc, votre appréciation sur le caractère libertaire de l'œuvre de Brassens a été bien reçue. Qu'en pensez-vous ? Bon, écoutez, d'abord, j'en suis heureux. Et il est vrai que quand j'ai écrit la première version de mon livre, c'est pas l'étiquette qu'on appliquait le plus volontiers à Brassens. On parlait de... D'anarchiste plutôt. Anard, oui. Anard, oui. Mais moins, en fait, on parlait surtout du poète de la chanson, l'ours cordial, etc. On en faisait une espèce de saint laïque. Et si vous permettez, oui, on va revenir tout à l'heure sur ce bel oxymoron, saint laïque. Oui, bon, pourquoi et c'est... vous le savez sans doute, j'ai découvert à la suite d'une série de circonstances qu'il serait un peu oiseux de rappeler, j'ai découvert, mais les amis de Brassens le savaient, et n'en faisaient pas état, que Brassens, dans sa jeunesse, c'est-à-dire avant d'être connu pour ses chansons, avait collaboré à un hebdomadaire, Anard, le Libertaire, et qu'il y avait fait des chroniques, qu'on disait des chroniques de grammaire. C'est pourquoi mon attention avait été attirée. C'est le grammairien en vous qui exactement, je me suis dit, on va voir ce que disent ses confrères amateurs. J'avais un peu peur, parce que bon. Mais j'ai découvert alors ces chroniques, et j'ai décidé de les faire connaître. Ça n'a pas été sans mal, parce que les proches de Brassens ne le souhaitaient pas, sous prétexte que Brassens lui-même avait brouillé les pistes et ne le souhaitait pas non plus. La famille ne le voulait pas. Et il n'écrivait pas sous le nom Georges Brassens, il avait un pseudonyme, ou plusieurs pseudonymes. Le pseudonyme principal, c'était l'abréviation de ses deux prénoms. C'est Georges Charles Brassens, exactement. Et son pseudonyme le plus fréquent, c'était Géocédie, ou tout simplement GC. Mais on avait inventé d'autres pseudonymes, et je crois que c'était justement pour brouiller les pistes. On avait parlé de pépins, cadavres, des choses pareilles, qui n'existent pas. Et quand on lit ces chroniques, que j'ai donc révélées, et que maintenant tout le monde connaît, puisque l'œuvre complète de Brassens a été publiée, j'ai compris pourquoi. Parce qu'au fond, c'était un Brassens, et j'avais intitulé la première édition de mon livre, Georges Brassens, La chanterelle et le bourdon. On avait retenu le côté chanterelle, c'est-à-dire léger, de la guitare de Brassens. Mais le bourdon était sombre. Et le Brassens libertaire était un Brassens plus sombre. Et ce qui m'a intéressé, c'est de retrouver par la suite les traces de cette philosophie libertaire dans les chansons de la maturité, et même dans les chansons posthumes. Et vous avez retrouvé ces traces ? Ah oui, les traces sont nombreuses. Mais Brassens les a dissimulées. Dissimulées d'abord dans la musique, et puis dans une certaine gaudriole. Mais au fond, le libertaire est toujours là. Mais vous savez que Brassens était un liseur, un grand liseur. Donc il avait lu assez tôt Proudhon, Bakounine, les grands écrivains anarchistes. Oui, parce que c'était des thématiques que nous allons retrouver, qui sont des thématiques assez récurrentes. Il y a
l'hostilité à la guerre, par exemple, l'anticléricalisme aussi, l'hostilité au commerce, parce que pour Brassens, le commerce et le vol, vous me direz, les Romains avaient déjà ça dans leur mythologie, c'était le même dieu. Donc, toutes les thématiques de Brassens, ce qui lui est cher et qui va réapparaître dans son œuvre, mais très souvent édulcoré, et peut-être trop édulcoré du point de vue des contenus, parce qu'on y a été inattentif, un peu inattentif. Et ce que j'ai voulu montrer, sans rien nier, évidemment, de l'agrément, je ne fais pas de Brassens essentiellement un penseur, mais les idées qui fondent ces chansons sont les idées anarchistes. Et je vous dis, c'est dans le disque posthume, publié et chanté par Bertola, les chansons de Brassens, on dirait que, avec l'âge, il a retrouvé toutes les révoltes de sa jeunesse. C'est ça qui me paraissait intéressant. Rééquilibrer un peu ce personnage que vous ne voulez pas qu'on appelle de saint laïque. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas, j'ai dit on va en reparler. Mais peut-être d'abord arrêtons-nous sur ce personnage qui écrit dans la presse, mais qui se lance aussi un peu dans la littérature. Parce que je crois qu'il est l'auteur d'un roman qui n'a pas eu beaucoup de succès, ouais. En fait, mais il a eu une tentation littéraire, si j'ose dire. Quand Brassens a fait, comme on dit, est monté à Paris, c'était en 1939, au moment de la drôle de guerre, je crois que son ambition était d'écrire. Et écrire des poèmes, il a publié d'ailleurs plusieurs poèmes à compte d'auteur, il a même écrit une pièce de théâtre, une ébauche de roman, qui sera publiée ultérieurement, qui n'est pas, je crois, ce qu'il a fait de meilleur, et qui sera publié après la révélation du chanteur. Mais il écrivait aussi des chansons. Et vous le savez, on les a aujourd'hui, ces chansons, parce qu'on ne savait pas qu'il en avait écrit autant. Il a écrit beaucoup de chansons lorsqu'il était en Allemagne, au titre de STO. Déjà avant, alors qu'il était à Paris, avant de partir au STO, et il les déposait à la Sabam. Et ces chansons n'ont jamais été prises par personne, chantées par personne. Et quand on les lit, ce sont des chansons tout à fait dans le style de Charles Trenet, qui était l'auteur qu'il admirait. S'il est monté à Paris et s'il s'est lancé dans la chanson, c'est, je crois, par admiration pour Charles Trenet. Plus tard, il va avoir une autre admiration, mais plus pour le fond, cette fois-ci, c'est Raymond Assaut, qui est connu surtout pour Le Petit Coquelicot, vous savez, la chanson d'Édith Piaf, Mon légionnaire, etc. Et là, Raymond Assaut va lui révéler, et il le dit d'ailleurs dans une de ses chroniques du Libertaire, ce que la chanson peut faire. Il dit, il suffirait qu'il y ait 10 Raymond Assaut pour que les pavés des places d'eux-mêmes s'édifient en barricade. Alors vous voyez, ça c'est le Brassens, révolutionnaire, noir, anarchiste, et parfois tenté par la violence. C'est un Brassens dont on n'avait pas idée. Et je crois que c'est pour ça que lui-même, qui avait le sentiment de s'être montré un peu trop à découvert, vous savez qu'il dira dans une chanson, mettre en plein soleil son cœur ou son cul, c'est pareil. Donc, et ses proches se méfiaient, dont notre ami André Thiélieu, Martine, se méfiait de ce qu'il appelait les lézards universitaires, qui vont s'introduire... Donc il se méfie de vous, Marc Wilmet. Exactement. Les lézards universitaires, c'est ceux qui se glissent dans les anfractuosités et qui vont... beaucoup de familiers de Brassens, qui étaient souvent des gens simples et qui vivaient dans le culte de Brassens, auraient, sans état d'âme, je crois, fait un autodafé avec toutes les chroniques du Libertaire. Ça aurait été dommage. Parlons un peu du saint laïque. Il y a quelques années, je suis allé à Sète pour voir la tombe de Brassens. Alors la tombe de Brassens, elle n'est pas dans le cimetière marin où repose Paul Valéry, mais dans un cimetière qui est vraiment marin parce qu'il est le long de la mer. Et j'ai été très surpris d'observer que sur la tombe de Georges Brassens, il y a une croix. Alors est-ce qu'en dernière minute, il se serait converti ? Vous n'allez pas le confesser in articulo mortis, comme d'autres ont essayé de le faire. Non, tout simplement, c'est le caveau de famille. Il le dit dans la supplique pour être enterré à la plage de Sète. Et il est enterré notamment avec sa sœur. Hein. Et la famille, pas avec sa mère, qui est enterrée ailleurs, mais il était d'une famille très, très pieuse, très catholique, en tout cas pour les femmes. En partie d'origine italienne, du côté des femmes. La mère était napolitaine, et d'origine. Mais le père était un libre penseur, comme on disait, un esprit fort à l'époque. Donc Brassens est sous le caveau, décoré d'une croix, mais ça ne correspond absolument pas à une option philosophique. Et à propos de ce cimetière, je raconte dans mon petit bouquin une anecdote qui me vient d'un confrère académicien. Vous l'avez peut-être lu. Lui aussi, c'était
était allé à Sète, mais pour se recueillir sur la tombe de Valérie. Et il s'était égaré dans le cimetière du Bas, le cimetière des pauvres. Alors il s'informe où est Valérie, et une dame qui arrosait des plantes sur une tempe lui dit: oh, vous n'êtes pas, mon beau monsieur. Ici, c'est le poète. L'académicien est plus haut. Revenons sur le thème de réflexion que je voulais lancer. Vous dites Brassens est un libre penseur. C'est un anticlérical, mais à sa manière. Par exemple, il y a une chanson où il regrette que ces fameux calotins ne Oui, pratiquent plus, n'officient plus la messe en latin. Oui. Bon, il y a une vision esthétique et passéiste chez Brassens de la religion. Et effectivement, cette chanson qui est une plaisanterie, évidemment, sans le latin, la messe nous emmerde. les emmerde. Avec la belle rime perdent et merde. Oui, c'est ça. Ils ne savent pas tout ce qu'ils perdent, ces fichus calotins, sans le latin. Bon, il faut... Non, il y a une chanson, si on veut vraiment connaître la philosophie profonde de Brassens, mais encore une fois traduite d'une manière légère et presque prime sautière, il faut voir la chanson Le Mécréant. Vous vous rappelez cette chanson Le Mécréant? Hein, c'est lorsqu'il décide de suivre le conseil d'un voisin du dessus qui s'appelle Blaise Pascal. Et il s'affuble d'une soutane, il prie, il fait tous les de profondis chez les morts pionibus, dit-il. Bon, et alors il trouve dans les orties évidemment une soutane. Il s'affuble, il se vêt de cette soutane et il part, guitare à la main, sur le chemin de Saint-Dominique, mais ce n'est pas sur sourire évidemment. Et son répertoire va lui valoir l'animosité d'un boisseau de punaises de sacristie. Et alors, qui veut lui faire subir le supplice d'Abélard, mais la morale après s'installe. Et il dit: sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas. La foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Si l'Éternel existe, en fin de compte, il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi. Oui, si l'Éternel existe. Mais dans une chanson posthume que j'évoquais, qui s'intitule « Dieu, s'il existe, il exagère ». Il exagère. Et c'est le vieux problème philosophique de la coexistence d'un Dieu bon et du mal. Et donc pour vous, c'est un vrai libre penseur. Encore qu'il refuse de s'engager sous quelque bannière que ce soit. Pensons à la chanson « Mourir pour des idées ». Oui, mais c'est autre chose. Mourir pour des idées, c'est le respect. Ce qui compte le plus pour Brassens, c'est la vie. La vie chez les animaux aussi. Ah, il adorait les animaux, les chats notamment. Et même les poissons. Puisqu'il a un pêcheur qui rejette à l'eau et il leur accroche un petit poisson d'avril. Donc, le respect de la vie sous toutes ses formes. Libre penseur, moi je crois, il ne l'a jamais dit, sinon dans quelques conversations, je crois qu'on peut vraiment dire de Brassens que c'est un athée. Mais au sens où il considère que l'hypothèse de l'existence de Dieu est une hypothèse inutile. C'est ce qu'il dit dans Le Mécréant. Je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi. Alors, à quoi bon, hein? À quoi bon, puisque c'est en principe pour ça que l'on croit à des religions révélées. Mais bon, il n'est pas dupe. Hein. On pourrait, vous allez nous réinviter, hein, parce qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures. Mais c'est bien volontiers. Hein. Comme la chanson des deux oncles, comme la chanson La Tondue, vous voyez, toutes ces chansons, qui sont des chansons d'ailleurs qui ont parfois causé un certain scandale. Notamment les deux oncles, où certains, qui ont des oreilles de lavabo, comme disait quelqu'un, ont vu une espèce de collaborationnisme, a dit un linguiste, hélas. C'est pas un bon, hein, pas un bon linguiste. Je ne vais pas le citer. S'il critique Brassens, ça ne peut pas être un bon linguiste. Il ne critique pas Brassens. En plus, il lui consacre un bouquin qui s'est bien vendu, etc. Bon, je peux vous le dire, c'est Calvet. Calvet, celui qui a crié au moment d'un récital de Brassens, salaud, quand il a chanté Les Deux Oncles. Hein, il nous a avoué ça. On était ensemble à un colloque à Milan. Et je lui ai fait dire, il ne voulait pas le dire, c'est lui quelqu'un a pu crier salaud à Brassens. Pour cette chanson, Les Deux Oncles qui mettent en suspect parallèle de collaborationnisme. Un collabo, un Allemand et puis un ami partisan des Anglais. Tommy, un ami des Teutons. Oui. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, je vis encore. Oui, voilà.
Vous évoquiez tout à l'heure, Marc Huilmet, Trenet. Oui. Il y a une grande qualité poétique dans l'œuvre de Trenet, et il y a une grande qualité poétique dans l'œuvre de Brassens. Je vais me tourner vers la linguiste qui a étudié les traductions de Brassens. Ça ne me paraît pas être très facile à faire de traduire Brassens, parce que Brassens utilise à la fois une langue très moderne, mais une langue très ancienne. Le français médiéval est souvent présent. Il ne dit pas le plaisir ou la jouissance sexuelle, il dit le déduit, par exemple. Alors, pour les traducteurs, est-ce que c'est vraiment quelque chose de difficile à faire, de transposer Brassens? Je pense que c'est une véritable gageure pour les traducteurs de s'attaquer à l'œuvre de Brassens, précisément pour cette raison-là, mais pour d'autres raisons encore, qu'on peut bien sûr essayer de cerner. Mais pardonnez-moi d'enfoncer peut-être l'une ou l'autre porte ouverte, mais traduire, c'est bien sûr passer d'une langue à l'autre, mais c'est aussi, et surtout je pense... C'est trahir. C'est toujours trahir un peu, bien sûr. De là le titre de la revue, équivalence, parce que le traducteur ne trouve pas une égalité d'une langue à l'autre, il trouve une équivalence, la meilleure qui soit, avec parfois des gains, parfois des pertes. Donc je pense que c'est vraiment très très complexe de s'attaquer à l'œuvre de Brassens, parce que non seulement il y a le passage de la langue, mais il y a aussi le passage de la culture. Traduire, c'est passer d'une culture à l'autre, avec tout ce que ça implique comme imaginaire commun, comme patrimoine collectif, comme référence culturelle commune. Et ça, bien sûr, c'est d'autant plus vrai qu'on s'attaque à de la traduction littéraire. Il ne s'agit pas de simplement maîtriser une terminologie technique, il faut aussi tenir compte de ces facteurs-là. Et la gabelle déjà, les gens le déduit, la gabelle, c'est. déjà pour les francophones, ça n'est pas évident. Voilà. Alors forcément, pour les non-francophones, ça l'est encore un petit peu plus. Oui, dans les pays où... Et forcément, les réalités ne correspondent pas toujours. Il n'y a pas Exactement. forcément de correspondant. Donc, pour le traducteur, c'est d'autant plus complexe. Ajoutez à ça toutes les difficultés liées à la traduction du texte poétique. La métrique, la prosodie, les rimes, les assonances, l'accent tonique aussi qui varie d'une langue à l'autre. On est dans de la chanson, non seulement dans de la poésie, mais de la chanson. Il y a donc aussi une musique qui cohabite avec ce texte. On sait bien que les textes de Brassens résistent à l'absence de leur accompagnement musical. Certains récitants l'ont montré avec brio. Mais n'empêche qu'au départ, la chanson est quand même conçue comme étant une fusion d'un texte et d'une musique. Et donc le traducteur qui s'attaque au texte doit aussi tenir compte de l'accompagnement musical, de la musique. Donc toutes ces difficultés-là sont évidemment extrêmement impressionnantes pour le traducteur. C'est pour ça que je parlais de gageure. Et il me semble aussi que la volonté qu'ont les traducteurs de s'attaquer à l'œuvre de Brassens témoigne aussi de la vitalité de cette œuvre. C'est un des facteurs parmi d'autres, parmi d'autres éléments comme le succès qu'il a toujours rencontré auprès du public. Il n'a jamais connu de purgatoire. Brassens, c'est un artiste qui, Mais vous depuis parlez sa là percée... du public français parce que peut-être qu'aux États-Unis, le nom de Brassens n'est pas connu. Public français, certes, mais aussi public ailleurs qu'en France, puisque justement des gens éprouvent le besoin de traduire les chansons de Brassens dans leur langue à eux. Pourquoi? Simplement pour en faire profiter d'autres, pour élargir le cercle des auditeurs possibles, pour ouvrir l'œuvre, pour la déployer, pour la rendre accessible à des cercles sans cesse plus larges d'auditeurs. Donc ça me paraît être un élément important de cette perspective de la traduction. Et je dirais aussi que le traducteur a quand même un statut un petit peu particulier. Marc Huilmet parlait tout à l'heure des lézards universitaires. Alors il est vrai que le traducteur, bien sûr, appartient au monde de la recherche, au monde de l'université. C'est le linguiste, l'exégète qui s'intéresse à l'œuvre et qui va la transposer. Mais bien souvent, ces traducteurs de Brassens sont aussi ses interprètes, que ce soit de façon publique ou simplement de façon privée. Certains prennent simplement leur guitare pour le bonheur de leurs amis, mais généralement, ils éprouvent le besoin de chanter Brassens. Donc c'est bien l'idée qu'ils ont envie de le partager, de le faire connaître. Et je crois donc qu'il y a véritablement un public pour Brassens, même ailleurs qu'en France. Mais bien sûr, il y a des tas de difficultés liées à la langue qui se posent en traduction. Oui, pas seulement la langue, au style aussi, parce que Brassens utilise volontiers la métaphore. Or, c'est très difficile de traduire, de transposer dans une autre langue les métaphores du français, les métaphores très recherchées, Marc Huilmet. Oui. Mais enfin, écoutez, ça n'a pas empêché, naturellement, les traducteurs sont souvent, il faut le dire, des profs de français ou des linguistes francisants à l'étranger. Ce qui m'a valu, moi, petite anecdote, d'avoir été invité en Laponie à la suite d'un colloque de linguistique très sérieux, c'était Carl-Johan Danel, qui m'a dit, il a découvert que j'aimais Brassens, il m'a dit, écoutez, on a une réunion des professeurs de français de Laponie, et il m'a invité à venir faire un exposé sur Brassens parmi les profs de français. Et donc on connaît Brassens en Laponie. Eh bien oui, c'est ça qui est étonnant. Enfin, c'est assez en fait, extraordinaire. Brassens leur apparaît comme le plus français
des poètes. Parce qu'au travers de Brassens, il pénètre aussi la culture, les références françaises. Et c'est vrai qu'il y a une résistance, pour ne pas dire plus, dans le monde anglo-saxon. Là, il n'a pas pénétré à de rares exceptions près. Il y a Colin Evans qui l'avait invité à Cardiff. Mais justement, à ce colloque dont vous parliez, le traducteur en anglais de Brassens, quand il a traduit Le Gorille, a tout à fait métamorphosé parce qu'on ne tranche pas le cou du condamné à la fin, mais on le pend. Donc, oui, autre référence, si j'ose dire, culturelle. À propos du gorille, il y a des langues, je crois que c'est en tchèque, tchèque que le mot est féminin. Or, dans la chanson, il faut que ce soit un mâle. Oui, ou alors ça change la chanson, effectivement. Ça change complètement la chanson. Oui, on reviendrait à ceux dont Brassens dit qu'ils prennent Cupidon à l'envers. Voilà. Brassens, dans son œuvre, inscrit volontiers le Moyen-Âge. Alors, j'imagine que du point de vue de la traduction, c'est une difficulté supplémentaire. Mais pourquoi Marc Huillet cet amour pour le Moyen-Âge, alors qu'il apparaît, notamment dans ses articles, si étonnamment moderne? Oui. Pourquoi ce balancement entre le Moyen-Âge et aujourd'hui? C'est le passéisme de Brassens. Hein. Puis vous savez qu'on y a vu, et je crois que la comparaison ne tient pas, on y a vu une espèce de disciple de Villon. Il y a trop de différences entre... Oui, il s'en réclame un petit peu quand même. Oui, pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. Voilà. Mais ce qui m'a frappé aussi dans Brassens, c'est quand il met en musique ce qui pourrait être la balade des pendus, il ne choisit pas la balade des pendus. Non, c'est la balade des dames du temps jadis. Oui, il choisit la balade des dames du temps jadis de Villon. Et pour l'équivalent de la balade des pendus, c'est Théodore de Banville, le verger du roi Louis. Donc il y a là un jeu de Brassens. Je crois qu'il y avait une délectation à la langue. Ceci dit, il lit dans évidemment des éditions modernes, les auteurs anciens. Il aimait beaucoup Rudebeuf, d'après tous les témoignages, pas mauvais goût non plus, hein. Mais il n'a pas eu la formation qui lui permet, par exemple, de lire Chrétien de Troyes. Donc il y a là des lacunes. N'oubliez pas que Brassens est un autodidacte. Et il n'a pas terminé le lycée, il n'a pas son bac, comme on dit en France. Il n'a pas terminé ses humanités, mais il a compensé, hein, plus tard, en lisant, en fréquentant les bouquinistes. Quand je faisais mon petit bouquin, j'ai essayé de suivre la trace de Brassens et j'ai retrouvé des fiches de lui dans une bibliothèque comme la bibliothèque de l'Arsenal. Et on pouvait voir ainsi les ouvrages que Brassens lisait. Et parmi ces ouvrages, il y avait effectivement, il était curieux de toute la littérature, je dirais d'une littérature, vous disiez poète populaire tout à l'heure, d'une littérature également populaire. En fait, un ami commun m'a dit qu'il n'avait jamais réussi à faire lire Proust à Brassens, par exemple. Ce qu'il aimait, c'était plutôt Bubu. Enfin, il avait une formation, mais sa bibliothèque était d'une étonnante richesse. Malheureusement, elle était dilapidée à sa mort. Les amis sont venus, ils se sont servis. Par piété, hein. Ils ont voulu retrouver des livres de Brassens, mais finalement, il n'y a jamais eu d'inventaire, de catalogue des lectures de Brassens. Quand il aimait un livre, il l'achetait déjà à 5-6 exemplaires. Il le faisait lire à tous ses amis. J'ai hérité ainsi d'un livre. Vous avez bien de la chance. Oui, j'ai une chance. C'est de Léoto, annoté par Brassens. C'est quel livre, Marc? Léoto. Allez, le journal de Léoto. Ah, mais ça, c'est important. Avec des notes manuscrites de sa fine écriture de bon élève, n'est-ce pas? Il a une écriture très posée. Ah oui, une écriture calligraphiée. N'oubliez pas que c'est un élève d'avant la guerre, hein, d'avant la Grande. Oui. Il apparaît comme un homme sympathique. Oui. Ce que peut-être d'autres de ses contemporains, parmi les chanteurs-compositeurs, ne sont pas. À quoi tient cette sympathie, Martine Bracobs? À votre avis, hein? C'est un homme chaleureux, sympathique, on a envie de le connaître, on a envie d'être de ses proches. Probablement à cette forme de culture populaire qu'il arrive à intégrer à ses textes, à cet esprit, à cette gouaille, à cette verve qui se retrouve
peut-être aussi dans d'autres cultures. Et à ce propos, puisqu'on parlait tout à l'heure de traduction, peut-être une petite anecdote. Brassens, c'est un auteur-compositeur qui a été traduit dans de nombreuses langues, mais aussi dans des langues régionales, dans certains dialectes. Ah oui, Oui, en wallon, notamment en wallon. Et il y a un Brassens wallon, il y a un Brassens wallon. Merci Brahmin, absolument. de Julos Bucarne. Ah oui. Ce n'est pas de ce Brassens-là que je voulais parler. Moi, je voulais parler de la traduction en milanais de certaines chansons de Brassens. C'est Nanis Vampa qui l'a traduit en milanais. Et apparemment, il l'a fait avec tellement de brio, de succès, que le public italophone, le public lombard et le public de Suisse italienne a reçu ces chansons avec un enthousiasme extrême, au point de ne pas se rendre compte, au départ, pour certains, qu'il s'agissait de traduction. Et donc à considérer que c'était de la chanson populaire lombarde, des chansons milanaises. Et donc il a fallu que Nanis Vampa rende à Brassens ce qui lui appartenait et le traduise en italien, langue standard dans laquelle apparemment l'original français est plus perceptible. Vous me permettez d'ajouter quelque chose à la question de Jacques Lemaire. Je crois que ce qui frappe les gens, c'est l'unité de Brassens. C'est-à-dire que l'homme et l'œuvre sont au diapason. Et vous savez que c'est rare, hein. En général, quand on fréquente certains écrivains, on est déçus. Oui, parce ou certains ils ont une chanson pour, ouais. et ils ont une chanson pour le grand public, et puis dans leur privé, ils sont tout différents. On pourrait citer des exemples, hein, mais on ne va pas le faire, naturellement. Oh, si, ça m'intéresserait beaucoup, Martin. Hors caméra. mais Brassens, non. Il est le même, hein, et tous les témoignages concordent. Brassens, c'est un type bien, quoi. Un type bien. Et puis, il n'était pas non plus avide d'honneur. Hein. Alors, c'est facile de le dire, mais c'est pas toujours facile. Vous savez qu'il a refusé les propositions d'être élu à l'Académie française, sans désobliger les gens. Il disait, donc à Marcel Achard, Marcel Pagnol, etc. Il avait quand même de bons soutiens. Vous citez des noms de grands écrivains. Et il répondait toujours, pour ne pas désobliger, parce que c'est un homme délicat, traîner d'abord, disait-il. Il savait que ça lui laissait tout son temps. Et puis à ses amis, il disait, vous me voyez avec un bicorne et une épée. Et effectivement, on ne voit pas Brassens avec un bicorne et une épée. Exact.